Autre élément pour expliquer peut-être le dilemme dans lequel se retrouvent, les dilemmes dans lesquels se retrouvent les parents dans l'éducation de leurs enfants, la réduction du champ du possible. Alors c'est quoi la réduction du champ du possible? C'est de dire à son enfant, ou de dire à un enfant, lorsqu'on est parent, ou lorsqu'en tout cas on est une figure d'autorité, par exemple un enseignant, tu n'es pas beau, tu es idiot, tu fais toujours n'importe quoi, ton frère il est mieux que toi, ta sœur est mieux que toi, etc. etc. C'est-à-dire que l'enfant a un champ des possibles, et le fait de lui dire que, grosso modo, c'est mort, tu n'es pas beau, tu ne seras jamais, tu es idiot, tu ne seras jamais intelligent, ton frère est mieux que toi, ton frère plus tard réussira mieux que toi, etc., ça réduit son champ des possibles. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se projeter comme étant beau, intelligent, potentiellement chirurgien, etc. etc. Donc ça, c'est le rapport interpersonnel. De manière plus structurelle, la réduction du champ du possible, depuis le début du processus, comme dans la série 3%, en réalité depuis la naissance, c'est le fait pour un enfant de ne pas pouvoir s'identifier à des figures positives et inspirantes. Par exemple, un enfant noir qui ne va jamais voir dans les médias, au cinéma, dans les livres, etc., les livres jeunesse, un médecin noir, mais qui va tout le temps voir un médecin blanc s'occuper d'un petit enfant noir, ne va pas pouvoir lui-même se projeter comme médecin plus tard, et dès le plus jeune âge. C'est lié à la question des préjugés. Les préjugés, et vous en connaissez beaucoup, les préjugés, par exemple, c'est de dire que les filles sont nulles en maths. Voilà, donc dès le début, quand on dit ça à une petite, dès le début, elle ne peut pas se projeter comme étant bonne en maths. D'autres préjugés, les garçons noirs sont nuls en sciences. Alors, il y a des préjugés qui paraissent comme ça positifs, sous forme de compliments, et en fait, c'est les plus vicieux. C'est par exemple de dire que les petites filles sénégalaises, elles sont fortes pour tout ce qui est maternel. Elles s'occupent bien des enfants, etc. Voilà. Ou les petites filles marocaines qui adorent cuisiner, qui font très très bien à manger. Donc on a l'impression que c'est un compliment. En réalité, ce serait un compliment si on disait à la petite fille noire tu es très très forte pour t'occuper des enfants, etc. Ça serait bien que tu deviennes rectrice de l'Académie de Versailles, par exemple, ou ministre de l'Éducation. Ou la petite fille marocaine, lui dire tu fais très très bien à manger, ce serait bien que tu deviennes une grande chef étoilée. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas. Évidemment, ce qu'on insinue lorsqu'on dit à une petite fille sénégalaise qu'elle est douée pour tout ce qui est maternel, c'est qu'elle ferait une très très bonne nounou plus tard. Idem pour la fille marocaine. Et effectivement, il y a un lien entre réduction du champ du possible chez les enfants et secteur d'activité que les personnes issues de l'immigration postcoloniale, où ils sont de fait surconcentrés. Par exemple, par rapport aux exemples que je viens de donner sur les petites filles noires et les petites filles arabes, il se trouve que c'est les femmes issues de l'immigration postcoloniale, noires et arabes, sont surconcentrées dans certains secteurs d'activité, les plus précaires évidemment. Donc le téléconseil, tous les services à la personne, le nettoyage industriel, etc. etc. Donc quand au début du processus, l'enfant se voit réduire son champ des possibles, ça l'amène vers les secteurs d'activité où il est presque prédestiné en réalité. Donc il y a un lien de cause à effet. Face à ce système donc très très discriminatoire où en réalité les enfants issus de l'immigration postcoloniale ont donc moins de chances que les autres de réussir, on peut comprendre du coup le déni qu'on peut avoir par rapport à ces discriminations lorsqu'on parle à son enfant. C'est-à-dire lui dire, mais en fait, voilà, on sait le contexte il est très difficile, etc., pour que tu puisses réussir socialement, et du coup, on ne va pas trop se casser la tête avec les questions d'éthique ou la question de la dignité. Ce qui compte, c'est que tu bosses, c'est que tu travailles, etc., pour avancer. On peut être dans cette posture-là quand on est parent, vu le système, la société dans laquelle on vit. La question, c'est de savoir si c'est une bonne stratégie, notamment pour l'enfant, si c'est dans son intérêt. Alors, il y a une étude qui est très, très, très importante, qui a été publiée l'année dernière, en 2017, une étude de l'Université de Californie, qui s'est appuyée sur des travaux sur plusieurs années, plusieurs décennies, avec des spécialistes de tous bords, donc des chercheurs en sociologie, des médecins, de grands scientifiques, etc. Et ils ont fait un travail par rapport à des enfants, à 100 000 enfants. Donc ce n'est pas un petit sondage au coin de la rue, c'est un vrai travail de territoire. Et alors, ce qu'a montré cette étude, donc sur l'impact du racisme, sur la santé, et en particulier la santé mentale de l'enfant, l'impact, montrait que l'enfant, dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, prend conscience du racisme, prend conscience de la hiérarchisation raciale, les blancs c'est mieux, les noirs c'est moins bien, et prend conscience de là où il se situe dans la hiérarchisation raciale. Vous avez tous et toutes certainement déjà vu cette expérience qui a été faite où il y a un ensemble d'enfants noirs et on leur propose des poupées noires et blanches.
Et on leur dit, alors, lesquelles sont les plus belles, lesquelles sont les plus laides, lesquelles sont les plus intelligentes, lesquelles sont les plus bêtes, lesquelles sont les plus méchantes, lesquelles sont les plus gentilles. Et systématiquement, les enfants noirs préféraient la poupée blanche, plus belle, plus intelligente, plus gentille. Et rejetaient la poupée noire en disant laide, bête et méchante. Voilà, c'est-à-dire les enfants noirs rejetaient la poupée qui leur ressemblait le plus. Voilà, donc ça c'est très très important, je le dis parce que moi-même, qui suis issue d'immigration postcoloniale, donc certainement que j'ai vécu cette prise de conscience très tôt, je me suis rendu compte de ça vraiment lorsque j'ai eu moi-même mes enfants, en fait, et où je me disais, mais dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, entendre son enfant parler de race en réalité, c'est-à-dire parler de la couleur de la peau, etc., dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, on se dit, mais pourquoi il y a ces choses dans ces petits cerveaux? Donc c'est assez affolant, c'est assez affolant, mais en tout cas, il faut le savoir. Cette prise de conscience, c'est dès l'âge de 3 ans. L'impact donc, du racisme sur les enfants, c'est notamment des risques d'anxiété, de dépression et d'hyperactivité. Ces risques sont très, très lourds pour des enfants qui subissent des discriminations et du racisme. Et ce qu'a montré l'étude aussi, c'est que lorsque les parents sont dans le déni, c'est-à-dire l'enfant se plaint auprès de vous, maman, papa, j'ai subi du harcèlement, ou alors l'enseignante m'a dit ça, etc., etc. J'ai été stigmatisée. Bon, évidemment, ce n'est pas les termes techniques qu'il va utiliser, mais grosso modo, c'est ça que veut dire l'enfant. Le fait que le parent lui dise « Ne me raconte pas ta vie, travaille, va faire tes devoirs, je ne veux pas le savoir, tu fais la victime, etc., etc. » Donc le parent pense bien faire en poussant comme ça son enfant, en se disant « Je fais ça pour que voilà, il se concentre sur le travail. » Et il ne s'occupe pas trop du système, etc., sinon il va aller dans le mur. Ce déni-là, donc le fait de refuser, de ne pas écouter l'enfant, et au contraire de le renvoyer vers le travail, vers le fait d'oublier en fait, ces situations de discrimination, aggrave encore plus l'impact négatif sur la santé mentale de l'enfant. Ça l'aggrave encore plus. Voilà, c'est ce qu'a montré l'étude. De la même manière, dans l'étude, parce que l'étude ne s'est pas contentée simplement de faire un diagnostic, une analyse de la situation, dans l'étude, on a également, et ça c'est vraiment, je vous invite à la regarder, dans l'étude, on a également un travail qui est fait sur l'impact, au contraire, des parents lorsqu'ils soutiennent leurs enfants, lorsqu'ils ne sont pas dans le déni, etc. etc. Et c'est pour ça que ça s'est fait sur plusieurs années. C'est comment évolue l'enfant. À partir du moment où les parents soutiennent leurs enfants, l'étude a montré qu'il y a une réduction des effets néfastes. À partir du moment où le parent parle des discriminations avec son enfant, ça permet à l'enfant de mieux se défendre. Et à partir du moment, et ça c'est vraiment très très important et on le sait peu, à partir du moment où il y a une transmission de ce que les Américains, enfin dans l'étude, appellent la fierté ethnique, c'est-à-dire le fait de transmettre sa langue maternelle, le fait de transmettre sa religion, par exemple pour ce qui nous concerne en partie, ici, l'islam, de transmettre sa culture ou ses cultures à l'enfant, participe de sa confiance en soi, de sa plus grande confiance en soi et de sa plus grande estime de soi. Alors qu'on peut avoir l'impression qu'en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que par exemple les pouvoirs publics peuvent largement conseiller aux parents qui parlent une langue issue d'immigration postcoloniale, et notamment l'arabe, le berbère, le tamazight, le wolof, le peul, etc., peuvent conseiller aux parents de ne pas parler leur langue maternelle à la maison parce que, soi-disant, ça provoquerait des retards, des handicaps, etc. Ça, c'est totalement faux, par exemple. Il faut au contraire transmettre sa langue, sa culture, ce qu'on est en réalité, ce qu'on est en tant que parent, là d'où on vient, ses héritages, etc. etc. C'est ça qui fortifie les enfants. L'inverse, au contraire, comme je le disais tout à l'heure, crée des effets très très négatifs sur la confiance en soi et l'estime de soi.